Donc là, l'enregistrement est en cours. Alors, je propose peut-être qu'on démarre l'introduction. Allez, c'est parti. Celles et ceux qui étaient là à midi, voilà, qu'on respecte nos horaires. Bonjour à toutes, à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la question mieux communiquer avec le jeune enfant. Donc c'est un webinaire qui vous est proposé par Ifman Co. On va avoir un petit temps d'introduction, un temps de présentation, on va avoir une interaction entre Tiffaine et moi. Et puis pendant la présentation, on va récolter toutes vos questions. Et à la fin de la présentation, moi je prendrai le temps de synthétiser et puis de poser les questions à Tiffaine. Donc, c'est un webinaire qu'on a voulu entre midi et 13h pour que ça puisse se faire sur la pause du midi. Voilà, pour le rendre accessible. Et je propose que, avant de démarrer un peu plus l'introduction, peut-être, Tiffaine, tu puisses te présenter, si c'est OK pour toi. Oui. Donc, je m'appelle Tiffaine Noisette, je suis formatrice pour l'IFMAN. Je suis basée en Auvergne, donc je suis la référente en Auvergne pour l'IFMAN Co. Ce que je peux vous dire sur moi, peut-être sur mon profil, j'ai passé 8 ans en ONG, dans des contextes de crise, en Asie, en Afrique, des crises suite à des conflits violents armés, ou suite à des catastrophes naturelles. Et depuis que je suis revenue du Rwanda, il y a maintenant 6 ans, voilà, je me suis formée en régulation non violente des conflits, en communication. Euh, voilà, j'aime bien dire que je travaille le conflit à 3 niveaux. Le premier, c'est de moi à moi, à l'intérieur de moi, en tant que professionnelle, dans ma posture professionnelle. Comment est-ce que je peux d'abord faire la paix en moi? Parce que j'ai vraiment cette conscience-là que je ne peux pas faire la paix dans les relations avec l'autre si je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi, avec la colère, la culpabilité. Le conflit au deuxième niveau, la relation au deuxième niveau que j'aime bien travailler, c'est dans l'interaction à l'autre en tant que professionnel avec un usager, avec un enfant, avec une personne âgée, avec une personne voilà, avec qui je suis en relation. Comment est-ce qu'on peut faire la paix dans cette relation-là? Et puis, le troisième niveau, c'est dans un collectif, dans une famille, dans une équipe, dans un collectif d'enfants. Comment est-ce qu'on peut travailler les relations aussi pour avoir moins de violence et plus de paix? Voilà pour moi. Je suis ravie d'être là ce midi pour ce webinaire. OK, merci Tiffaine. Donc moi, Noëlle Gougy, je suis formatrice pour Ifman Co depuis 4 ans maintenant. Et si je me suis formée pour être formatrice en régulation non violente des conflits, c'est parce qu'avec mes enfants, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué la relation au sein de la famille, la relation éducative. Et j'ai trouvé à l'IFMAN beaucoup de réponses à mes questions sur comment être en relation, tenir le cadre. Ça m'a énormément plu. Et du coup, j'ai vraiment à cœur de transmettre ça aux professionnels désireux d'avancer sur cette question. Voilà, donc dans ce webinaire, en fait, moi, je vais être plus à la gestion un peu technique. Je vais récolter vos questions, je fais l'enregistrement. Voilà, je suis là un peu en soutien technique et en même temps, je vais poser des questions à Tiffaine. On a voulu faire une présentation un peu plus dynamique que juste un monologue voilà, pour parler. Voilà un petit peu. Donc, juste pour vous dire, donc, nous, on est toutes les deux formatrices pour IFMANCO. Donc, l'IFMANCO, c'est l'Institut de formation du MAN, le mouvement pour une alternative non violente. Donc, l'objectif du MAN, depuis plus de 30 ans, en fait, enfin, à l'IFMANCO, on forme les professionnels, on accompagne les équipes en se basant sur les bases de la régulation non violente des conflits. On propose des formations dans tout ce qui est régulation des conflits et de l'agressivité, posture d'accueil et d'écoute, relations éducatives et aussi autorité et posture éducative. Notre objectif, c'est renforcer les savoir-faire relationnels des personnes pour désamorcer les tensions dans la vie collective, dans la vie et puis dans les collectifs. Et on travaille beaucoup avec les centres sociaux, avec les collectivités. On peut aussi mener des projets de territoire sur des actions liées à la petite enfance ou alors de la formation d'équipes en fonction des demandes des structures. Voilà un peu pour l'IFMAN. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, après aller sur le site internet, on redira ça à la fin.
Donc aujourd'hui, de quoi en parler? Ce thème qui nous tient à cœur, mieux communiquer avec le jeune enfant. Donc on est bien sur la question de la thématique de la relation au jeune enfant. On n'est pas sur la thématique de la relation aux ados ou aux enfants plus grands. Je vous précise ça parce que il y a quelques mois, on a déjà proposé un webinaire sur la question autorité et posture éducative, où là, on a parlé de la sanction, de la relation avec le jeune en fonction de la transgression, de la réponse aux transgressions. Et là, on va vraiment se centrer sur la relation avec le jeune enfant. Voilà, c'est vraiment pour recentrer. Et donc, avec ces questions qu'on a nommées en introduction, que faire des émotions de l'enfant? Comment développer une écoute constructive et en même temps poser des limites sécurisantes? Comment prendre soin de soi et se préserver en tant que professionnel? Donc voilà pour l'introduction. Je vous redis que ce webinaire est enregistré. Il sera visible pour ceux qui le souhaitent sur le site internet. Et si vous souhaitez pendant le webinaire poser des questions, je vous propose de le faire via le chat. Comme ça, moi, je récupérerai les questions au fur et à mesure et on fera un temps de questions à la fin de l'intervention de Tiffaine. Voilà un peu pour l'introduction. Alors, du coup, Tiffaine, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui fait qu'on aborde cette question? Quels sont les enjeux aujourd'hui qui font qu'on se pose ces questions sur la relation avec le jeune enfant? Qu'est-ce qui fait qu'on aborde ce thème aujourd'hui, qu'on a choisi ce thème comme ce webinaire, enfin ce thème pour ce webinaire? Euh, j'ai envie de parler du contexte, peut-être d'abord le contexte scientifique. Ça fait plusieurs années qu'on parle beaucoup de neurosciences, de découvertes en neurosciences, notamment par Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa, qui parlent de l'importance de l'écoute, de l'accueil des émotions, de valoriser les enfants et qui montrent toutes les conséquences positives que ça a pour les apprentissages, pour l'estime de soi. Il y a ça au niveau scientifique. Il y a un contexte aussi législatif en France au niveau national, avec cette loi sur les châtiments corporels, l'interdiction de la fessée, qui a fait quand même débat dans la société. Puis il y a un contexte aussi sociétal où on médiatise beaucoup euh, toute cette approche de communication dite bienveillante, d'éducation dite positive, euh, où on parle de remplacer la punition, de donner plus d'autonomie, plus de choix aux enfants. J'ai envie de dire que tout ce contexte-là fait que les habitudes éducatives, les habitudes d'accompagnement des enfants changent. Et ça, on peut se retrouver face à des nouveaux défis de posture. Ça peut mettre de la pression aux parents. Je parle là aux professionnels qui accompagnent les parents. Ça peut poser des questions aussi dans sa posture en tant que professionnel. De... On peut se mettre de la pression de est-ce que je l'ai bien écouté, comment je devrais l'accueillir, est-ce que j'aurais dû hausser la voix comme ça, est-ce que j'aurais dû faire tel geste. Voilà, ça pose des questions. Et puis on peut être un peu perdu en fait dans cet équilibre à trouver entre jusqu'où est-ce que je dois être vraiment ferme, jusqu'où je dois être à l'écoute, laisser de la liberté ou pas. Voilà, ça vient. Je trouve que c'est un thème qui est important. Parlons-en quoi. Parlons-en parce que ça peut venir ouais, nous déstabiliser. Et peut-être j'ai envie d'en profiter pour donner la posture de Liefman par rapport à la définition de la bienveillance. Bienveillance, ça vient de benevolentia en latin, qui veut dire veiller sur. Et Liefman amène vraiment deux clés, deux facteurs, deux éléments clés pour, dans cette posture éducative d'accompagnement de l'enfant, c'est être à l'écoute, vraiment être dans l'accueil et privilégier vraiment la relation. Et puis de l'autre côté, il y a aussi tenir le cadre, proposer un cadre qui soit ferme et qui soit sécurisant. Et c'est cet équilibre entre les deux que Liefman propose et qui est une spécificité de nos formations et de l'approche. Ouais, Ok. Très bien. Donc, ce que tu nous dis, c'est cette question de aujourd'hui, voilà, on est amené à se questionner sur comment faire autrement. On n'a pas forcément les clés. Donc, voilà, ce matin, on va essayer de donner quelques clés. Tu dis tenir le cas, tenir la relation. Est-ce que tu peux nous dire, bon, on va prendre une situation comme ça, un enfant qui est en train de jouer dans une petite cour, par exemple, on lui demande parce que c'est l'heure de rentrer, et il n'a pas envie de changer d'activité, il se met à hurler. Comment on peut interagir avec cet enfant, voilà, sans nous-mêmes crier dessus ou le prendre de force, comment on peut faire? un enfant qui se met à hurler. J'ai oublié de dire dans ma présentation, je suis maman de 3 enfants. Du coup, c'est aussi mon quotidien. Et j'ai affaire au quotidien à beaucoup de vagues émotionnelles. Et avec le petit enfant, le jeune enfant, c'est quelque chose qui est très présent. Euh,
À l'IFMAN, on aime bien partir de situations concrètes. Alors, je vais ancrer ça dans la réalité. Je vais prendre un exemple de structure d'accueil collectif. Peut-être je vais prendre une crèche, c'est peut-être ce qui va parler le plus. Imaginons qu'on a un petit garçon qui s'appelle Léon, qui a 3 ans, qui est en train de faire de la draisienne dehors, et puis Élise, on va l'appeler Élise, la professionnelle, il est midi et elle appelle les enfants pour venir manger. Elle dit à Léon d'arrêter de faire de la draisienne, qu'on va manger. Et là, Léon, comme tu dis, ce petit garçon-là, il s'accroche à la draisienne, il hurle, il tape des pieds, il se roule par terre. Euh, on va faire quelques détours théoriques pour ensuite réaborder cette situation et essayer d'avoir des pistes d'éclairage. Sachant que je le dis tout de suite, j'ai pas de baguette magique. Donc, on cherche juste des pistes de solutions. Euh, Peut-être je vais vous demander de vous interroger. Vous êtes combien? Vous êtes une soixantaine de participants là à nous regarder. À votre avis, comment il peut se sentir Léon dans ce moment-là? Il est accroché à sa draisienne, il crie. Comment il peut se sentir? Quelle émotion il peut avoir? Je vais vous partager mon écran. J'ai plusieurs slides. Je ne vais pas toutes les utiliser. Je vais en utiliser quelques-unes en fonction de ce qui sort. Je vous ai mis une liste de sentiments, d'émotions. À votre avis, comment il pourrait se sentir? Vous pouvez le garder pour vous, hein, juste c'est une réflexion intérieure que je vous propose pour vraiment venir nourrir un peu la réflexion puis la pratique d'identifier les différentes émotions. Moi, je me dis que Léon, il peut avoir peut-être de la frustration, peut-être qu'il peut être dégoûté, peut-être qu'il peut être inquiet, se dire est-ce que je pourrais continuer à faire de la draisienne après? Donc voilà, il y a plein de questions, de sentiments qu'il peut avoir qui sont mélangés et moi, je peux juste faire des hypothèses. Je ne sais pas ce qui se passe pour lui. Par contre, ce que je peux savoir en tant que professionnel, vous voyez mon petit Léon là qui se jette au sol, ce que je peux savoir en tant que professionnel, c'est comment ça fonctionne une émotion. C'est quoi le fonctionnement émotionnel? Une émotion, c'est le propre de l'être humain, c'est une réaction vraiment qui est physiologique et qui est dans le corps, c'est quelque chose qui monte. Je vais peut-être avoir chaud, je vais peut-être trembler, je vais sentir des émotions, des sensations dans mon corps. Et ce qui se passe, là, je vous fais un petit éclairage sur le cerveau. Vous voyez mon ballon là voilà, vous voyez ma souris. J'ai divisé le cerveau en deux. On peut dire qu'on a grossièrement le champ émotionnel et le champ rationnel, quand on est calme, quand on est en possession de tous les moyens. Et quand je vais avoir de l'émotion qui monte, le champ émotionnel va prendre toute la place dans mon cerveau. On va dire que le néocortex, le cerveau qui nous permet de raisonner, de prendre des décisions, d'analyser, le champ va se réduire. Et là, Léon, il n'a plus de capacité de raisonner. Élise, elle aura beau essayer de lui faire raisonner, de lui expliquer que c'est important d'aller manger, qu'il peut poser sa draisienne, qu'on la retrouvera cet après-midi, il ne peut pas entendre ça. Il est dans son émotion. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller voir, de traiter l'émotionnel et d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion. Moi, j'aime bien dire que l'émotion, c'est un signal d'un besoin qui est satisfait ou insatisfait. Eh bien, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'il peut avoir comme besoin, Léon? Je vous ai mis une liste, c'est pas une liste exhaustive. On pourrait en rajouter, on pourrait en enlever. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme besoin qui fait que là, il va avoir autant d'émotions qui va arriver? Peut-être qu'il aurait besoin d'être libre, de sentir qu'il a du choix. Peut-être qu'il aurait besoin d'être rassuré. Peut-être qu'il aurait besoin de temps, d'aller à son rythme. On peut que faire des hypothèses. Encore une fois, il n'y a que Léon qui sait. Et c'est pas facile avec un jeune enfant parce qu'il va pas avoir peut-être les mots ou pouvoir identifier facilement ses besoins. Alors si je reviens avant, j'ai envie de dire qu'une émotion, du coup, j'aime bien mettre de la conscience qu'elle est vraiment importante, qu'elles font partie de la vie et qu'elles nous parlent d'un besoin. Si je prends les 4 émotions de base, euh, la joie, la tristesse, la peur, la colère, on pourra en rajouter selon les auteurs, mais ça va vraiment être les 4 de base. Elles ont des besoins qu'elles servent et elles ont aussi des pièges. Alors peut-être les besoins, je vais vous les dire rapidement. À quoi elles servent? La joie, elle sert à rayonner, à partager, à entrer en connexion avec d'autres. La tristesse, ça va être un mouvement de repli sur soi, où je vais plutôt comme avoir envie de faire le deuil. Elle va me servir à lâcher quelque chose, à faire le deuil d'un projet, d'un rêve, de quelque chose que j'aurais aimé vivre et qui ne se passe pas comme je voudrais. La peur, elle me sert à me protéger,
à prendre la fuite ou à prendre des décisions, à peut-être courir plus vite, voilà, à mieux me préparer. Et puis la colère, elle est le signal pour moi de quelque chose qui est pas satisfait pour moi, quelque chose que je voudrais qu'il change et elle va me pousser à agir. Donc voilà, elles sont vraiment à nos services, les émotions. Et j'ai pas envie de les enlever, de les nier ou d'essayer de les faire disparaître. J'ai plutôt envie d'aider les enfants à les réguler et à s'en servir, à les écouter pour voir qu'est-ce qui est important pour eux. Et en même temps, j'aime bien en tant que professionnel, avoir cette conscience-là qu'il peut y avoir des pièges aux émotions. Euh, Si je vous prends par exemple la tristesse, je vous montrais que je me replie sur moi, j'ai de la tristesse et le piège, ça va être de rester enfermé sur soi et de tomber peut-être dans de la dépression. Le piège de la joie, des fois, ça on peut le voir avec les enfants, ils vont être dans l'excitation, ils vont plus entendre, ils vont perdre leurs moyens tellement ils vont être excités, ils vont rester bloqués à ce stade d'émotion plus, plus, plus. La peur, ça peut faire que je suis complètement sidérée et au lieu de m'aider à me préparer, eh ben, je vais être sidérée, je vais perdre mes capacités, mes moyens d'agir, de me préparer ou de fuir. Donc là, elle n'est plus à mon service, la peur. Et puis la colère, je la garde en dernier parce que le risque, c'est la violence. La violence avec les mots, la violence avec les gestes. Donc voilà, quand on parle d'un enfant qui se met à hurler, ce que j'ai envie de dire en tant qu'adulte qui accompagne, c'est comment je peux aider l'enfant à identifier ce qui est important pour lui dans cette émotion-là et comment je peux l'aider à vivre son émotion sans tomber dans ces pièges-là. Mm. Euh, Il y a autre chose que j'avais envie de dire avant de finir. J'aime bien montrer la dynamique d'une émotion, comment ça fonctionne. Il y a une charge d'énergie. Ça monte, ça monte, ça monte en moi, dans mon corps. En haut, là, quand je suis en phase de tension maximale, bah, c'est là où mon cerveau, mon néocortex est débranché et j'arrive pas à raisonner. Et puis ensuite, il y a cette phase de décharge où là, la tension, elle descend dans mon corps et je peux revenir avec un certain équilibre en moi. Et là, en tant qu'adulte, ce que je peux vraiment essayer de faire, c'est d'accompagner l'enfant à identifier que c'est monté et comment est-ce qu'ensemble on peut essayer de descendre pour éviter que l'émotion s'accumule dans la journée ou que l'enfant reste tout le temps à cet endroit de tension et de charge. Peut-être j'ai envie de m'arrêter de parler et de vous proposer de réfléchir. Qu'est-ce que vous faites pour aider l'enfant à décharger, qui marche ou qui marche pas? Parce que souvent, on se voit faire des choses aussi qui fonctionnent pas. Donc voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? Je propose de vous interroger avec cette conscience que il y a quelque chose qui va marcher une fois, qui va pas marcher la fois d'après, et vice-versa. C'est pas si simple que ça et c'est parfois une adaptation permanente. Ça demande beaucoup de créativité. Et peut-être il y a une piste que je peux donner là, si je reviens sur Élise, notre professionnelle dans la crèche avec Léon, il est midi, on est dans la petite cour. Et ben ce qu'elle peut faire, c'est se mettre à cet endroit-là. Alors, cette grille de lecture-là, je vais vous la présenter à beaucoup de monde parce que j'aime bien l'utiliser. C'est la grille de la communication non violente. Elle peut se mettre ici en posture d'écoute et d'empathie. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien pour aider l'autre à descendre en émotion, en fait. Vous voyez, là, Léon, il est empêtré et il ne sait pas trop ce qui se passe pour lui. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, je peux l'aider à démêler. Vous voyez? Et donc, on peut faire ce que je vous ai proposé de faire tout à l'heure. Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il vit, Léon? Est-ce qu'il est... Et puis, je peux lui nommer. Ça va vraiment aider à décharger. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as de la frustration? Ouais, est-ce que tu es peut-être en colère? Et puis, je peux lui nommer son besoin derrière. Est-ce que tu aurais besoin d'être libre? Est-ce que tu aurais aimé choisir? Est-ce que tu aimerais être rassuré que tu pourras refaire de la deuxième? Donc là, c'est juste le nommer et l'accompagner sur ce qu'il peut vivre en posture d'écoute. C'est une piste, une posture d'empathie que je peux prendre pour accompagner l'enfant à vivre son émotion. Et je ne vais pas développer, mais je peux rajouter aussi que je peux aussi être là en posture d'expression et rappeler le cadre. Et dire en fait, tu peux dire ta colère avec des mots, c'est pas ok de taper, taper ça fait mal. Il y a, encore une fois, il y a cet équilibre entre je peux vraiment accueillir ce qu'il vit de manière inconditionnelle et en même temps je peux mettre un cadre qu'il y a certains comportements qui sont pas ok pour exprimer son émotion. Hmm. Est-ce que ça répond, Noël? Oui, après, donc, tu parles de l'importance de vraiment écouter, aller écouter l'émotion de l'enfant, de voir le besoin derrière. Moi, je me pose la question quand même, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les adultes d'être tout le temps à l'écoute de l'enfant? Est-ce qu'on risque pas de se faire envahir, d'être tout le temps, voilà, aller tout le temps écouter les émotions de l'enfant?
est-ce qu'on doit toujours le faire? Enfin, je me questionne un peu, parce que c'est pas un risque. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'à vouloir être non violent et bienveillant envers l'autre, on risque d'être très violent et très malveillant, entre guillemets, envers soi. Ça peut être un risque. Si je vais écouter l'autre et que je me fais ces injonctions-là de je dois écouter et accueillir, et ben peut-être qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'ai pas envie, en fait. Peut-être que je suis fatiguée, peut-être que si je reprends mon exemple de Élise, peut-être qu'elle a déjà eu 2 crises de colère dans la matinée avec 2 enfants et que là, à l'intérieur d'elle-même, elle se dit: «Ah, j'en peux plus, j'ai faim, ils ont tous faim, pas encore une fois». Peut-être que c'est juste ça qu'elle se dit et pour moi, ça, c'est super important de pouvoir avoir l'espace en tant que professionnel de se dire ça et de s'écouter à l'intérieur avant d'aller écouter l'enfant. Hem, je vais repartager mon écran parce qu'il y a une image que j'aime bien. C'est celle-ci, mon réservoir de patience. Vérifier, à l'intérieur de moi comment est-ce que c'est. Est-ce que mon verre est vide? Est-ce que mon verre est plein? Souvent, on le fait de plus en plus dans les écoles, dans les structures, de faire une petite météo avec les enfants au début de la journée. Bah, pour moi, c'est pareil. Quelle est ma météo intérieure en tant que professionnelle au début de cette journée? Et à midi, comment je me sens? Et après la sieste, comment je me sens? Et ça ne veut pas dire que je vais pas aller accueillir ce qui se passe chez l'enfant et que je vais que m'écouter moi, mais par contre, je vais avoir un équilibre entre les 2. Si je reprends ma grille de lecture là, j'ai parlé tout à l'heure que je peux écouter ce qui se passe pour l'enfant. Pour moi, il y a cette ici, là. Vous voyez bien ou pas? Noël, vous le voyez? Ouais. Oui, oui. L'auto-empathie, là. Dans la relation à l'autre, j'aime bien dire que j'ai 3 options. Je peux soit m'exprimer, exprimer ce qui se passe pour moi. Je peux soit écouter l'autre, écouter comment il se sent, de quoi il a besoin. Soit je peux m'écouter moi. Et là, ça se passe de moi à moi, à l'intérieur de moi. Et ça peut être en un quart de seconde. Ça peut être au moment où Élise, elle se dit, elle voit Léon qui s'accroche. Elle se dit, ah non, surtout pas, ça va recommencer. Et là, comment elle se sent? Peut-être, ah, je suis découragée. Les bras m'en tombent. Et là, son besoin, ça pourrait être quoi? Peut-être je vous laisse une petite 30 petites secondes pour essayer de réfléchir. Ça pourrait être quoi le besoin d'Élise à ce moment-là? Peut-être elle a juste besoin que ce soit fluide, que ce soit facile, léger, paisible, de préserver son énergie, d'être écoutée. Et peut-être le choix qu'elle va faire, là, ça va être de se dire: «OK, je vois que j'ai ça et je vais choisir de m'occuper de Léon en priorité et par contre, moi, je vais m'occuper de ma fatigue, mon émotion, mon découragement». Peut-être à la pause entre collègues, peut-être ce soir, j'irai faire du sport, peut-être j'irai respirer pendant le repas. En tout cas, je vais m'en occuper et là, ça va être la petite différence très subtile et en même temps qui fait toute la différence pour moi entre je nie mon émotion pour accueillir celle de l'autre ou j'accueille mon émotion et je fais le choix de différer parce que là, je mets en priorité l'enfant et en même temps, moi, je vais m'occuper de mon émotion. Et après, ça peut être, je passe le relais à un collègue juste parce que là, j'ai pas les moyens d'accueillir Léon. Hmm. Ça répond? Oui, oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est essentiel d'accueillir l'émotion de l'enfant et en même temps, c'est important d'être au clair sur où j'en suis moi, est-ce que j'ai de la patience ou pas, parce que ça va aussi influencer notre manière d'interagir avec l'enfant, quoi. Donc c'est vraiment prendre ce temps et de me dire, bon, là, il faut avancer, je suis un peu à bout, je suis fatiguée, mais je prendrai le temps de prendre du temps pour moi à un autre moment, ou alors je passe à quelqu'un. Je sais pas si tu as dit le fait de passer le relais à quelqu'un. En tout cas, Ouais. il y a vraiment être au clair sur où est-ce que j'en suis pour être le plus à l'écoute de l'enfant à ce moment-là. Ouais, j'ai envie de rajouter quelque chose. J'aime bien, donner l'image de la carte de fidélité de la colère. Pour moi, si j'y vais là, alors que j'ai pas très envie et que je nie quelque chose à l'intérieur de moi, le risque, c'est que je coche ma carte de fidélité de la colère. Et moi, j'aime bien dire, quand je l'ai coché 10 fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tour de colère gratuit pour tout le monde. Donc j'aime bien, oui, vérifier, tiens, est-ce que là je suis en train de cocher à un endroit chez moi? Ou est-ce que non, j'ai vu et j'y vais avec quelque chose de plus léger, de plus où je choisis quoi. Mmh. Mmh. Ouais, avoir de la clarté sur ce que je vis pour faire des choix en conscience, quoi, dans Mmh. mon interaction. D'accord. Est-ce que, parfois il y a des impératifs, il faut vraiment agir, par exemple, ranger le jouet à la fin d'une activité, on sait que l'enfant a pas toujours, envie, il va devoir apprendre à respecter les règles et comment on fait pour l'aider à intégrer le fait, par exemple, qu'il faut, coopérer dans voilà.
rythme du quotidien. Hmm. La coopération. Euh, c'est un grand thème. Peut-être je dirais juste un mot sur la racine latine. Ça vient de cooperare, qui veut dire faire œuvre ensemble, travailler ensemble à une œuvre commune. Euh, pour la coopération, peut-être je vais reprendre l'exemple de la crèche. Imaginons, alors il était midi, les enfants ont mangé, et imaginons qu'à la fin du repas, on va pas prendre Léon, on va prendre une autre petite fille qui va s'appeler Anna. Elle a 2 ans et demi, et à la fin du repas, elle a sorti des puzzles. Elle est en train de faire ses petits puzzles tranquilles en attendant que les autres copains et copines finissent de manger. Et là, Élise, qui n'a pas encore mangé, parce que peut-être qu'Élise, elle mange pendant la sieste, on va dire ça. Donc Élise, elle commence à avoir faim, elle est fatiguée, c'est la fin du repas, ouf. Et là, elle va voir Anna et elle voit les puzzles répandus sur le sol. Elle dit non mais Anna, c'est pas possible. T'as vu tout ce bazar, c'est à chaque fois pareil. Range s'il te plaît. Et là, Anna, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire ce petit mot de 3 lettres qui nous fait dégoupiller. Non. N-O-N. Elle va dire non. Et là, tout l'enjeu pour moi, c'est comment est-ce que je vais amener Anna à coopérer, à voir que ce que je lui demande, c'est important pour moi, c'est important pour le collectif, euh, et qu'elle voit le sens de ce que je lui demande, que de lui donner le plus envie possible de coopérer. Hmm. Je vais reprendre ma slide, ma grille ici. Sur la coopération, pour moi, on est là. On est sur l'expression. Là, enfin, dans le cadre d'Élise ici, on pourrait aller sur beaucoup d'endroits. Là, je vais prendre ce cas-là. On est sur l'expression et elle dit tu vois ce bazar, range ça tout de suite, tu fais toujours pareil. Euh, le problème là, c'est que Élise, elle va interpréter, elle va juger. Elle dit tu fais toujours pareil, c'est quoi ce bazar? Et puis c'est pas que c'est mal de faire ça, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste que ça va avoir des conséquences différentes. C'est qu'au moment où elle dit ça, Anna, je sais pas Anna, mais en tout cas moi, mes oreilles, elles se fermeraient direct et je me mettrais en mode mécanisme de défense. Non, et puis j'aurais ces petites voix-là qui me diraient oui, je suis nulle, c'est toujours pareil avec moi, je l'embête, nanana. Et vous voyez, là, il y a tout un mécanisme qui se met en route et je me protège et je me mets en mode défense. Et Anna, elle écoute plus du tout Élise dans ces moments-là, elle est juste dans son méli-mélo à elle, là, ici. Et du coup, Élise, pour qu'elle ait le plus de chances possible, qu'elle mette le plus de chances possible de son côté pour que Anna coopère, eh ben, moi, j'aime bien travailler à cet endroit-là et à cet endroit-là, à l'observation et à la demande. Elle peut parler de manière la plus factuelle possible et décrire vraiment ce qu'elle voit comme si elle était une caméra. Le bazar, c'est une interprétation. Je suis ici, je suis déjà dans un jugement. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit peut-être 2 boîtes de puzzle ouvertes avec les pièces mélangées les unes par-dessus les autres et répandues sur le sol jusqu'au tapis. Là, je suis vraiment dans de l'observation. Et plus je suis au factuel, moins Anna elle va se sentir jugée et du coup plus ses oreilles vont rester ouvertes, ou plus j'ai de chance qu'elles restent ouvertes. Et après, je peux faire une demande. Est-ce que s'il te plaît, j'aurais vraiment besoin de soutien, d'aide. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais les ranger? Ça ne veut pas dire qu'elle va dire oui, bien sûr. En tout cas, ça me donne le plus de chances possible qu'elle voit que c'est important, qu'elle ne se ferme pas et qu'elle coopère. Et puis, au pire des cas, si elle ne coopère pas, j'ai envie de dire, j'abîmerai pas son estime d'elle-même. Hmm. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire. Ok, donc ce que tu nous dis, Tiffaine, c'est voilà, si je veux favoriser la coopération d'un enfant, l'idéal, c'est d'être le plus possible dans le factuel pour éviter d'être dans le jugement et dans la critique et faire que l'enfant se ferme. Et du coup, être dans le factuel et faire une demande claire et précise qui permette à l'enfant éventuellement de coopérer. Mm. C'est ça que tu... Ouais. Et ouais. Et je vais faire la différence entre l'exigence, où là je suis pas OK d'entendre un non et c'est mon non négociable, et c'est OK d'avoir des non négociables quand on est dans un fonctionnement collectif. Hmm. Il y a la demande, où je vais te faire une demande et c'est OK d'entendre oui, c'est OK d'entendre non et on peut différer dans le temps. Et puis au milieu, il y a persévérer, où en fait, je vais te faire une demande, je vais être flexible sur les modalités. Par contre, je vais pas lâcher que je voudrais que l'activité soit rangée. Et donc tout ça, c'est des nuances. Et ça me demande d'avoir beaucoup de clarté intérieure de sur quoi je suis OK de lâcher, sur quoi je tiens vraiment, sous quelle modalité. Voilà. Hmm. Pas si facile que ça a l'air facile comme ça, mais c'est tout un art et c'est complexe. C'est pas facile. Mm. Euh, oui, et
Et tu dis c'est un art, c'est pas facile. Et il y a une personne qui dit aussi ce qui est complexe, c'est comment transmettre à nos collègues. Voilà, je te fais déjà une question, c'était pas prévu qu'on fasse intervenir la question, mais je trouve que ça se prête bien là. Comment je peux transmettre ça à mon collègue qui a pas ça en tête? C'est pas évident de transmettre ça en fait. Euh, Là, j'aurai un gros point de vigilance. Peut-être je vais donner mon expérience personnelle ou l'expérience de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont fait des formations et qui ensuite veulent convertir tout le monde. Et là, je peux me transformer en police de la communication, police de la bienveillance, et finalement, je vais devenir super violent ou violente envers mes collègues parce que je vais dire ça, c'est pas bien, tu l'as pas dit comme ça. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup de vigilance à cet endroit-là. Et peut-être les deux pistes que je peux dire, c'est déjà moi, comment je fais, les autres, ils apprennent de comment je fais. Donc l'endroit où j'ai du pouvoir d'action et du pouvoir d'agir, je peux pas changer l'autre. Par contre, je peux me changer moi. Et du coup, comment moi j'interagis avec les autres, et ben ça a un impact. C'est vraiment le premier endroit où j'ai du pouvoir. Et après, on peut en parler en équipe et entre collègues. Et là, peut-être j'ai vraiment envie de vérifier le consentement, de vérifier est-ce que tu serais OK d'entendre un feedback. Et là, d'essayer de le faire de manière plus constructive possible en parlant des observations, de moi, ce que ça me fait. Et pour moi, c'est quand même très, très délicat, le feedback. Donc, j'ai envie d'avoir beaucoup de vigilance et de vraiment vérifier le consentement de la personne. Hmm. Ok, tu parles beaucoup on parle de violence, on parle par rapport aux adultes, par rapport aux enfants. Alors moi, j'ai envie de poser une question. C'est vrai qu'il y a quand même des enfants. On se dit, celui-là, quand il arrive, on se dit, mais lui, attention, il est violent. C'est un enfant violent. Et du coup, bah, voilà, comment on fait quand il y a un enfant, on sait, lui, c'est un enfant violent, c'est comme ça, il faut faire attention, quoi. Je prends le temps de respirer quand je t'entends. Comment on fait quand il y a un enfant violent? Je vois que quand tu dis ça, en fait, ça me fait triste à l'intérieur. En fait, je me dis, ah, mais c'est horrible, il y a des enfants qui sont violents, et il y a des enfants qui sont calmes, il y a des enfants qui sont timides, et il y a des enfants qui sont extravertis. Ouais, il y a un endroit qui est hyper triste en moi quand j'entends ça. Il y a des enfants qui sont bons en maths, il y a des enfants qui sont mauvais en maths, il y a des enfants qui sont paresseux, et il y en a qui sont volontaires ou travailleurs. Ouais, je crois que j'aurais envie de répondre à ta question par travailler sur notre regard sur les autres et peut-être sur les rôles et les étiquettes qu'on peut donner. Je ne sais pas pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, j'arrive pas à m'empêcher de donner des étiquettes. Moi, quand je vois quelqu'un, je juge et j'ai plein d'interprétations et de généralisations qui me viennent sur cette personne-là. Et c'est le fonctionnement de l'être humain, je ne peux pas m'empêcher de juger. Heureusement que je juge et j'analyse pour survivre dans ce monde. Après, c'est qu'est-ce que je fais de mes jugements. Et peut-être j'ai envie de vous proposer là de prendre quelques secondes là pour voir c'est quoi les rôles que peut-être vous avez reçus enfant. Quel enfant vous étiez? Est-ce qu'on vous a mis des étiquettes à l'école, avec les copains? Ou est-ce que vos proches, entre collègues, vous vous mettez des étiquettes? Est-ce qu'elle, elle est rigide? Est-ce que lui, il est trop à l'écoute? Est-ce qu'elle, elle est trop sévère ou trop laxiste ou trop bisounours? Tout ça, c'est des étiquettes. Et qu'est-ce que vous mettez comme étiquette aux enfants? Il est malin, il est têtu, elle est gentille. Ouais, pour moi, on a un rôle très important et un impact très important avec les étiquettes qu'on met. Alors, je vais vous repartager mon écran. Euh, cette fois-ci, je vais aller à cet endroit-là. Voilà. Euh, pour moi, ça parle de prophétie autoréalisatrice. L'enfant, il va avoir une attitude, qu'elle soit, que ce soit qui tape ou qui caresse. Il a une attitude. Et cette attitude-là, elle va avoir un effet sur les croyances des adultes, des personnes qui l'entourent, ses parents comme les professionnels. Si je prends, je vais me réancrer dans un exemple concret. On va retourner dans la crèche, on va imaginer que c'est la fin de la sieste, qui se sont réveillés et que euh, Léon, il a déjà mordu 2 fois cette semaine. 2 enfants. Imaginez, du coup, Élise, elle est en hypervigilance. Elle se dit, Léon, il est violent, surtout, il faut pas qu'il remorde, il faut que je le surveille, il faut que je le surveille, il faut que je le surveille. Et donc, le fait qu'il ait mordu déjà 2 fois, ça a un effet. Et Élise, elle va se dire, comme tu disais, Noël, hein, bah, en fait, Léon, il est violent.
Et puis peut-être ses parents, ils disent, ah, Léon, il est difficile hein, par rapport à sa sœur ou par rapport à son frère, c'est quand même un enfant difficile. Et là, les adultes, ils se renforcent sur leurs croyances. Et ça va faire que les adultes, ils vont avoir un comportement différent envers Léon. Peut-être qu'ils vont être plus crispés, peut-être qu'ils vont être plus tendus, peut-être qu'ils vont réagir plus vite dès qu'il va faire quelque chose, qu'ils vont être un peu plus dans l'émotion. Il va y avoir plein de petites choses, verbales ou non verbales, qui vont faire que Léon, il va le sentir et qui vont faire que ça va renforcer les croyances de Léon sur lui-même. Je suis un enfant méchant, je suis un enfant violent, je sais pas bien faire, je suis un enfant difficile. Et il y a un phénomène très bizarre et qui fait que ça va faire un cercle vicieux, qui fait que l'enfant, du coup, va prouver à quel point à son entourage, bah oui, il est difficile, ou à quel point il va prouver, bah oui, je suis violent et je vais continuer. Et ça va faire que les adultes vont trouver Léon encore plus violent et qui vont encore plus surréagir et que Léon va continuer et va s'enfermer dans ce cercle vicieux. Ça, on appelle ça l'effet golem. Et on peut essayer de le transformer en cercle plutôt vertueux, c'est l'effet Pygmalion. Pygmalion, ça vient de la mythologie grecque, je ne vais pas rentrer dedans. C'est juste pour vous dire que on peut, là, notre pouvoir d'action là-dessus, c'est d'essayer de s'ancrer sur c'est quoi les attitudes. Qu'est-ce que Léon fait qui est positif ou qui le sort de son étiquette? Si je change de diapo, là, encore une fois, je suis sur l'observation. Qu'est-ce qu'en tant que professionnel, j'observe dans la journée où Léon, il a pas, il a eu un comportement différent du rôle que je lui attribue, où il a demandé avec des mots, où il a laissé sa place, où il a caressé, où il y a eu la frustration et bah, il n'a pas hurlé, il a parlé, il s'est déplacé, il a changé de jeu. Et je suis sûre que vous allez en trouver. Alors, peut-être qu'au début, vous allez dire non, ça n'arrive jamais. Parce que quand on a ce rôle-là et cette clé de lecture, on ne voit plus que les moments où il a des comportements violents. Et ça peut être vraiment un acte, un effort de volonté intérieure de se dire, je veux aussi voir tous les moments où il fait différemment du rôle que je lui ai mis. Et pour moi, c'est un travail d'équipe entre les professionnels, les parents, de se dire, voilà, on va aller à la recherche de toutes les fois, de toutes les preuves où Léon a fait différemment. Et on va lui montrer. Et ouais, c'est ça. J'aime bien dire, donner cette image que je peux être le coffre au trésor de ces bons coups. C'est Faber et Maslich qui parlent de cette expression-là. Je peux être le coffre au trésor. C'est moi, en tant qu'adulte, je vais t'aider à ouvrir ton potentiel. Et peut-être on t'avait enfermé là. Moi, j'ai envie de te dire que tu peux être tout ça. Et à chaque fois, je vais te reproposer tout ça et t'accompagner comment tu peux choisir à exprimer et à agir différemment. Ok. Voilà ce que je peux dire sur les enfants violents. Et est-ce que tu peux juste préciser, Tiffaine, quand tu dis je peux te montrer ça, de quelle manière je peux montrer à l'enfant qui, justement, ce potentiel qu'il a? Concrètement, comment je peux faire Bah déjà, concrètement, je peux avoir en tête, moi, toute cette petite liste et lui dire régulièrement et lui souligner quand je vois qu'il fait. En fait, je peux nommer, je peux être un sous-titre. Nommer, ah bah tu vois, là, tu as eu de la frustration et tu lui as dit avec des mots. Je peux aussi dire, ah bah t'aurais pu le taper et tu as choisi de le dire avec des mots. Et tu as vu, du coup, bah, il a souri. Et si il avait été tapé, peut-être qu'il aurait pleuré. Et donc là, en fait, je vais sous-titrer toutes les options que tu avais et tu as choisi celle-là. Ou il y a aussi une autre option que je peux faire, une autre alternative, c'est de le mettre dans des situations où il peut faire des choix, lui dire, tiens, est-ce que tu voudrais être responsable du partage, par exemple? Et je lui donne à chaque fois des possibilités de rechoisir. Ok, donc éviter d'enfermer un enfant dans quelque chose. Et quand je prends conscience de l'étiquette que je pose sur l'enfant, ben, essayer de focaliser mon attention sur tout ce qui est autre et justement, toutes les qualités positives qu'il a qui vont à l'encontre de cette étiquette négative dans laquelle je l'aurais enfermé, quoi. Pour voir si je peux aider l'enfant à transformer son agir et à changer de comportement. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas juste, je ne regarde plus du tout tous les comportements violents et je regarde que le reste. C'est, je vois tout ça et je vais les prendre en compte et je vais t'accompagner et je vais rappeler le cadre. Et en même temps, il y a aussi tout ça. Hmm. Ok. Merci Tiffaine. Donc là, on a abordé la question des étiquettes, la question aussi de favoriser la coopération, la question de réagir face à une émotion forte de l'enfant. Il y a encore un tas de thématiques qu'on pourrait aborder. Et là, il reste un quart d'heure et moi, j'aimerais bien qu'on ait le temps éventuellement s'il y a des réponses, s'il y a des questions posées par les participants. Euh,
avant de répondre aux questions, j'aimerais bien, moi, vous présenter des outils pour aller plus loin, parce que là, on a fait une petite introduction, voilà, 45 minutes, c'est vraiment hyper bref. Vous présentez des outils qu'on a à disposition à l'IFMAN qui permettent de travailler un peu ces questions. Est-ce que Tiffaine, tu pourrais mettre la présentation par rapport à l'expo Petite Enfance? Voilà, donc je vous présente cette exposition parce que c'est vraiment un outil super qui a énormément de succès dans tous les territoires où il y a un projet qui a été monté par rapport à cette exposition. Donc, elle s'appelle Mais qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Et en fait, c'est une exposition qu'on a co-créée avec l'IREPS Rhône-Loire, euh, à la base en partenariat avec Isabelle Filiosa. Et donc, cette expo, elle a 8 panneaux. Il y a 8 thématiques différentes qu'on va aborder. La question des émotions de l'enfant, la question des règles et sanctions, la question de la tenue du cadre, la question des disputes. Euh, voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui sont vraiment du quotidien. Et, et l'idée, c'est de pouvoir former des professionnels sur cette exposition pour qu'elles puissent après l'avoir à disposition pour, dans leur structure, présenter aux parents. Voilà, donc ça, c'est un des projets qu'on a. Euh, Après, il y a aussi des formations qu'on propose sur les questions. Donc là, on vous a mis les prochaines formations sur ces thématiques-là. Mais il faut savoir que en fonction des besoins, donc il y avait une des participantes qui demandait comment faire pour transmettre à nos collègues. En fait, une des meilleures choses, c'est de se former en équipe. C'est vraiment fondamental et c'est très constructif pour une équipe. Ça crée une culture commune sur la question de comment être en interaction avec l'enfant, etc. Donc là, il y a animé des ateliers de développement des compétences psychosociales. Donc c'est vraiment sur le développement des compétences psychosociales. Un autre qui est accompagner les émotions des enfants. On va être vraiment sur l'accueil des émotions, mieux comprendre l'enfant et l'accompagner, et aussi communication constructive, donc comment communiquer de manière constructive. Il faut savoir aussi qu'on propose des formations qui sont bien appréciées de tous les agents qui travaillent en périscolaire ou encore dans les crèches, qui s'appelle Mieux comprendre l'enfant pour mieux réagir. Voilà, donc il y a plein de thématiques différentes et on peut co-créer avec la structure qu'il choisit. Et enfin, donc on avait fait une mini-biographie pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Euh, donc là, on met quelques livres de référence. Sûrement, il y en a certains que vous connaissez. Voilà. Donc, Parler pour que les tout-petits écoutent de Johanna Faber. J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa. Ces 2 livres-là, ils sont vraiment très simples, très accessibles. À chaque fois, il y a des illustrations, il y a des situations concrètes. Ils sont très parlants. Un peu dans le même style, tout en bas, guide très pratique pour les pros de la petite enfance. Donc là aussi, vous avez 47 fiches thématiques avec, en fonction de la situation, comment interagir, avec des apports en neurosciences, etc. Très intéressant. Au cœur des émotions de l'enfant, d'Isabelle Filiosa. Petite enfance et pratiques professionnelles. Donc là, on est vraiment sur une expérimentation de la relation éducative dans plein de crèches différentes. Et du coup, on voit l'expérimentation, on voit les résultats et des propositions, des préconisations d'action. Voilà pour la bibliographie. Je vous propose maintenant, s'il y en a certaines ou certains qui ont des questions par rapport aux thématiques qu'on a abordées. Alors, il y a des questions très techniques. Est-ce que vous pourrez envoyer le PowerPoint? Tout ça va être disponible. Ceux qui souhaitent le PowerPoint, c'est bien nous écrire un petit message si vous voulez qu'on vous l'envoie, mais en tout cas, tout est possiblement transmissible. Vous avez parlé de transmettre aux équipes adultes. Donc ça, on vous a proposé différentes manières. Hein. Tiffaine a relevé l'importance de la manière de transmettre, de la manière des précautions à prendre quand on a envie d'aider un collègue à transformer son agir. On a parlé des formations aussi, qui permettent de créer une culture commune. Alors, il y a une autre question qui m'arrive, Tiffaine, c'est peut-être comment faire quand il y a des disputes entre enfants? Comment on peut interagir quand il y a une dispute entre enfants? T'as vu sur la dispute entre enfants, toi? Moi, je vois sur les conflits entre adultes. Je regarde en même temps les questions. Alors, des conflits entre adultes? Et je peux partir Euh, entre enfants. oui,
je pense que c'est bien de rester sur la thématique du jeune enfant. Ok. Euh, Peut-être que de toute manière, je pourrais en dire un mot parce que on a les mêmes, il y a des mêmes clés de base. Les conflits entre enfants, euh, qu'est-ce que je peux dire dessus? Pour moi, dans un conflit, il y a de l'émotionnel pour faire le lien avec tout ce que j'ai dit sur les émotions avant. Et du coup, c'est déjà avoir conscience que là, on n'a pas un, mais deux cerveaux qui sont en mode déconnecté et débranché, avec le néocortex débranché, et du coup, qui sont pleins d'émotions. Et du coup, c'est comment est-ce que je peux soutenir les enfants à descendre en émotion, traiter l'émotionnel. Et ça, eh ben, une des pistes pour ça, ça peut être de euh, peut-être avant de vous donner une piste, j'ai envie d'interroger sur comment est-ce que qu'est-ce que vous faites qui fonctionne et qu'est-ce que vous faites qui fonctionne pas, encore une fois. Euh, je sais que souvent, on peut avoir tendance, une habitude, ça pourrait être à qui a commencé, qui est le coupable, et je vais chercher le coupable. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire les enfants qui vont se renvoyer la balle. C'est lui, non, c'est moi, et c'est un ping-pong d'accusation. Et on n'est pas sur de la résolution, on est plutôt sur de l'accusation et je vais renforcer l'accusation. Donc moi, comment je vais interrompre les enfants et comment je vais intervenir dans un conflit, ça peut faire augmenter le conflit ou alors ça peut l'apaiser. Et d'avoir conscience de ça, de l'impact que moi j'ai quand je viens soutenir deux enfants ou deux personnes en conflit, j'ai vraiment un impact. Si j'arrive avec mon émotion et que je dis ah non, j'en peux plus de vos conflits, débrouillez-vous, ou ah, ça me fatigue vos conflits, j'arrive moi aussi avec mon émotion. Donc j'ai déjà deux personnes avec un verre plein d'émotions, moi j'amène mon troisième verre, vous imaginez ce que ça peut faire, une espèce de... Je suis pas là en train de les soutenir, je suis juste en train de leur ramener en plus, moi, mon émotion. C'est pas que c'est mal ou c'est bien, c'est juste que ça va avoir des conséquences différentes. Euh, Peut-être une piste, c'est de vérifier encore une fois, est-ce que mon verre est vide, est-ce que mon verre est plein, est-ce que j'ai de la disponibilité pour aller les soutenir? Et si je vois que j'en ai, ou qu'il m'en reste un tout petit peu, que c'est la fin de la journée, que Élise, imaginez, il se réveille de la sieste, il y a Léon et Anna qui sont en train de se prendre le chou pour un camion rouge, et puis c'est bientôt l'heure des parents, et là, Élise, elle se dit, oh non, c'est bientôt l'heure des parents, bon, allez, je vois, je prendrai soin de moi plus tard, là, j'y vais une dernière fois. Et bien, ce qu'elle peut faire, c'est présenter son verre vide aux deux enfants, comme pour accueillir, en fait, tout ce qu'ils vivent. Ça pourrait faire quelque chose comme Waouh, vous avez l'air tous les deux bien en colère, ou Waouh, ça peut être difficile, un camion et deux enfants, décrire la situation. Et puis, dans Vous avez l'air tous les deux bien en colère, c'est je balance de l'empathie aux deux en même temps. Vous voyez, ça peut être fait très rapidement. En une phrase, piou, je vous arrose tous les deux d'empathie, je vous prends en compte tous les deux. Ça peut être Waouh, toi Léon, t'as l'air énervé, et toi Anna, t'as l'air d'avoir peur, ou t'as l'air triste. Là, je prends en l'un puis l'autre, ou je peux aussi prendre les deux d'un coup. Vraiment, je vous vois tous les deux très énervés, tous les deux très embêtés. Donc ça peut être un moyen d'arriver en soutien au conflit entre enfants. Et moi, j'aime bien parler de la posture de médiateur où c'est une posture qui est neutre, qui va être garant du cadre. Et je vais être là pour faciliter le dialogue entre eux. Pour moi, accompagner les enfants, c'est aussi les accompagner à être autonomes dans la gestion de leurs conflits. Donc si je suis là pour les aider à descendre en émotion, ensuite, je peux leur proposer, bah, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles solutions vous pouvez trouver ensemble? Qu'est-ce qu'on a comme idée ensemble? Et là, on peut avoir plutôt une phase de créativité. Une fois que les émotions sont descendues, j'ai à nouveau accès à la raison. Et même avec des très jeunes enfants, peut-être que c'est pas eux qui vont trouver des solutions, mais moi, je peux en proposer. Est-ce qu'on fait chacun son tour? Est-ce qu'on fait un camion rouge, un camion bleu? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toi qui le prends et demain, c'est toi? Je peux proposer plein de solutions et eux, ils peuvent choisir. C'est des pistes. Ok. Vraiment en faire un rappel au cadre et protéger. La première chose, c'est j'arrive, je protège, je sépare. Je peux rappeler la règle qui est importante. Il n'y a pas d'ordre, j'ai envie de dire. C'est moi qui vais sentir et c'est tout un art d'interrompre et d'intervenir et de venir soutenir des personnes en conflit. Et je disais, pour moi, c'est un peu la même chose avec des adultes. Deux adultes en conflit, il y a de l'émotion. Et puis, je vais arriver, je vais essayer de les soutenir. Hmm. Ok. Donc, vérifier sa disponibilité intérieure, pouvoir nommer, accueillir les émotions des deux enfants, être dans l'observation factuelle, éventuellement proposer des recherches de solutions, proposer des solutions. Et puis, être- voilà, je ne sais pas si je résume bien ce que tu as dit, Tiffaine, mais... Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Ok. C'est pas évident parce qu'on n'a pas appris à faire ça. On a très peu appris à être médiateur.
et à soutenir des personnes en conflit. Mm. Euh, on a appris, en tout cas moi j'ai beaucoup appris à j'ai un conflit et je vais voir l'adulte qui va être le juge et je vais lui dire qu'est-ce qu'on fait, décide, il est méchant, il m'a tapé et l'adulte va arriver, il va dire on fait comme ça et c'est comme ça. Et il va plutôt être juge et arbitre plutôt que médiateur, à aider les deux parties à entrer en dialogue, à faciliter le dialogue. Encore une fois, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste ça a des conséquences différentes sur la relation et sur l'apprentissage à gérer des conflits par la suite. Ok. Alors, excuse-moi, je te coupe, Tiffaine, parce qu'on a une question qui vient d'arriver. Du coup, je pense que c'est intéressant de te la poser là. Il nous reste 5 minutes. C'est Julie qui nous demande comment faire lorsqu'un enfant fait des crises de colère toute la journée sans explication. C'est pas une question facile. Et j'imagine que de toute manière, si les questions sont amenées ici, c'est que vous avez déjà essayé plein de choses et que c'est des situations et des questions complexes qui sont amenées. Euh, Peut-être ce que je pourrais dire là-dessus, c'est déjà comment je prends soin de moi en tant que professionnel et comment on prend soin de nous en équipe. Parce que si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas accompagner l'enfant qui apparemment a beaucoup d'émotions. Et en plus, là où je parle du soin des professionnels, c'est que ça dure dans le temps. Et si ça dure sur la journée, bah, c'est épuisant en termes d'énergie. Donc comment est-ce que nous, on s'organise pour pouvoir avoir de la disponibilité et pouvoir l'accompagner au mieux sans s'épuiser et tenir dans le temps? Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, peut-être je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit. Derrière une émotion, il y a un besoin qui est important. Et plus l'émotion est forte, plus le besoin est fort. Et Mm. du coup, peut-être essayer de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour cet enfant-là? C'est pas facile avec un enfant parce qu'il va pas nous le dire. Il va pas nous dire, ah, j'ai besoin de sécurité, on pourrait faire comme ça, comme si. Bah non. Du coup, c'est moi qui vais poser des hypothèses et tester des choses. Qu'est-ce qui pourrait le soutenir? Qu'est-ce qui pourrait être important pour lui? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans la relation d'empathie ou dans l'environnement autour? Qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour lui comme je fais des hypothèses, imaginons que c'est un grand besoin de sécurité. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme rituel? Et ça peut être aussi, dans adapter l'environnement, ça peut être mettre en place des temps avec des cartes météo illustrées, des cartes des émotions, pour qu'il puisse nommer, tiens, j'ai telle émotion. Et plus lui, il arrive à nommer ses émotions, plus il va réussir à les gérer. Mais d'abord, c'est réussir à les identifier. Donc, on peut mettre en place, oui, il existe aujourd'hui beaucoup de supports pédagogiques pour parler des émotions, pour apprendre à gérer ses émotions. Ça peut être un soutien. Mm. Et j'ai conscience que c'est pas facile, et j'ai pas de clé magique. Mm. Et peut-être mon point de vigilance, c'est comment est-ce qu'on peut éviter de lui mettre une étiquette et un rôle qui fait que ça va juste aggraver et l'enfermer. Que oui, je vois tout ça et on va pas nier des crises à répétition dans la journée. Et en même temps, comment on va se mettre tous ensemble pour essayer de lui laisser le plein potentiel et la pleine ouverture. De pas être que cet enfant-là qui fait ces crises-là. Oui, dans ce que tu dis, c'est aussi s'appuyer sur le collectif, comment on change notre regard, comment on aménage éventuellement l'espace pour répondre à ses besoins. Et du coup, voilà, se mettre à l'écoute et l'aider aussi à prendre conscience de ses émotions, les nommer, pour qu'après, petit à petit, il soit plus à même de comprendre ce qui se passe. Et ok. Ouais. Après, et si c'est dans le cadre d'un accueil collectif, il y a aussi prendre en compte, j'ai parlé comment on se protège nous en tant qu'adultes et comment on protège les autres enfants aussi. Comment on va faire en sorte, et là, vous allez peut-être me poser la question des moyens humains, mais comment il y a un professionnel qui peut être avec cet enfant-là qui va avoir beaucoup d'émotions et un autre qui peut protéger aussi le groupe émotionnellement, affectivement, ça peut être épuisant de voir un enfant qui hurle régulièrement. Donc c'est aussi à prendre ça en compte, comment en collectif on prend ça en compte et on intègre ce Mm. comportement-là. Ouais. Ok. Et Julie confirmait qu'ils ont déjà testé plein de choses, ils ont déjà essayé de mettre plein de choses en place pour cet enfant. Mais c'est sûr que c'est pas évident quand un enfant est récurrent dans une émotion forte et qu'on est démuni, quoi, sur l'accompagner. Ouais. Oui. Faber et Maslich, elles disent si vous avez essayé 1000 fois, essayez 1001 fois, avec cette confiance que l'enfant, il va apprendre, il va évoluer. Et j'ai envie de dire aussi à Liefman, on a ce principe éthique-là de dire tout être est capable d'évolution.
et garder cette posture intérieure que j'ai confiance que chacun est capable d'évoluer. Ouais. Ah, c'est une belle phrase de conclusion, Tiffaine. J'ai confiance que chacun est capable d'évoluer. Ok, ben on va arriver au terme du webinaire. Il est 13 heures dans une minute. Ben merci beaucoup, Tiffaine. Merci à tous les participants. Est-ce que, Tiffaine, tu veux dire un dernier mot avant qu'on clôture le webinaire? J'avais un dernier mot à dire, mais tu m'as dit que l'autre phrase d'avant était chouette, donc je vais rester là-dessus. Tout être est capable d'évoluer. Et du coup, il nous en tant que professionnels. Donc j'ai envie de. Aussi, bah, du coup, je fais le lien. J'ai envie de nous inviter à beaucoup de douceur envers nous-mêmes, parce que moi aussi, en tant que professionnel, je suis capable d'évoluer dans ma posture. Et je vais encore me planter plein de fois, galérer à plein de moments, être trop laxiste, être trop permissif, être trop autoritaire. Et c'est OK, je suis capable d'évoluer. Ouais, Hmm, peut-être la première non-violence, c'est d'abord d'être non-violent envers soi. hmm. Merci, Tiffaine. Super. Il y a une participante qui dit le livre La kinésiologie pour les tout petits donne des réponses intéressantes. La kinésiologie pour les tout petits. Vous pouvez aller voir. Le webinaire sera disponible sur notre site internet www.ifpan.fr, je crois. Est-ce que, Tiffany, tu peux juste nous mettre en affiche la page où on voit peut-être le nom Ifman et le site internet, comme ça vous l'aurez. Voilà, www.ifmanco.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Quand vous allez fermer le webinaire, il y a une page qui va s'ouvrir avec un petit questionnaire. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir, nous, ça nous aide à faire évoluer nos webinaires à chaque fois et puis à nous améliorer. Donc, ça sera du bonus pour nous. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et puis peut-être qu'on vous retrouvera lors d'une formation, avec grand plaisir en tout cas. À bientôt et bonne continuation. Noël. Merci Tiffaine. Au revoir.